Bien, et ben, pour le dernier talk de la journée sur la scène A, j'ai le plaisir d'accueillir Olivier qui va nous parler de Ansible in Action. Olivier, à toi. Bonjour. Alors l'idée de cette présentation, on n'a pas beaucoup de temps, c'est assez court, c'est 30 minutes, mais si vous voulez m'arrêter, j'essaierai de répondre au mieux à vos questions, et normalement, si tout est bien fait, ça sera dans les slides après, toutes vos questions. L'idée, c'est que ça peut vous servir de support, tout le code qu'il y a là fonctionne et peut être utilisable en production comme autre part. Alors l'idée, c'est de vous présenter un peu le provisioning et de vous présenter Ansible, ce que j'appelle le provisioning au bon niveau d'abstraction. Pour me présenter un petit peu, alors moi c'est Olivier Girardot, je suis dev, Java, Scala, Python, un peu Ops, principalement Linux, pas vraiment autre chose. Entrepreneur avec Lateral Foch, il y a mon associé Jean-Baptiste Lemay qui est là, et beaucoup consultant. Vous présenter un peu le contexte de ce talk. On va raconter pour ça l'histoire d'une petite start-up. Une start-up, c'est un bon exemple. Parce que dans la vie d'une start-up, de manière générale, il y a souvent beaucoup de changements de stack. On a des changements de stack du côté infrastructure parce qu'on se cherche un peu au début. D'abord, on passe un peu en dev, on commence à mettre une première stack avec Django, rajouter du PostGIS, rajouter PostgreSQL. Puis on passe en prod, on rajoute Apache, un système de cache, une queue. L'idée n'est pas tellement de vous concentrer sur les différentes briques techniques, mais l'idée c'est qu'une application, c'est comme tout, ça vit. On va même potentiellement passer un jour à du Play 2, faire complètement autre chose, changer de serveur, être sur du mutualisé, être sur un VPS, passer sur du dédié, s'égarer un peu sur du PaaS, essayer de déployer ça sur Heroku, essayer de déployer ça un peu autre part. Finalement, on reste sur du dédié. Bon. La différence qu'on a principalement entre le soft et le hard, c'est qu'en soft, oui, voilà. Du côté hardware, on va utiliser des caches, des queues, des databases. On va utiliser aussi pas mal de briques logicielles, mais c'est des process indépendants. C'est des choses qu'on s'attend à avoir sur la machine. Au fond, le but est le même, c'est qu'on s'attend à ce que tout soit modulaire et remplaçable. On va utiliser des interfaces, on va utiliser des protocoles de communication et on va s'arranger pour qu'on puisse prévoir l'avenir. Mais on ne peut jamais vraiment prévoir l'avenir. Mais ce qui est important dans toute cette histoire, c'est qu'il faut pouvoir changer. On a des besoins qui évoluent, on a des performances qui doivent s'améliorer. Souvent, on part aussi avec des problèmes qu'on n'a jamais connus, donc on se rend compte qu'il y a des outils qui conviennent mieux que d'autres, mais on le découvre a posteriori. Et quand on est dans une start-up, c'est encore pire, on doit utiliser de moins en moins d'argent, de moins en moins de CPU, de moins en moins de RAM, et on a besoin de manière assez critique d'un monitoring, parce que quand une machine tombe, c'est souvent de l'argent qu'on va perdre. Au fond, le but, c'est ça. C'est que tout devrait pouvoir changer sans être dur, imprévisible et dangereux. La baleine, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est la baleine Twitter. Twitter, quand il est en surcapacité, quand il n'y a pas assez de serveurs, quand il n'y a pas assez de quoi tenir la charge, il y a cette petite baleine qui apparaît. Voilà. Cette baleine, elle a l'air toute sympa, elle est en train de s'endormir, mais bon, au bout du compte, elle va quand même se cracher. Cette présentation, elle est profondément DevOps. Ce logo, je l'ai piqué, on va dire violemment. C'est le logo du DevOps Day. Si ça vous intéresse, de vous ancrer un peu plus dans cette logique, dans la logique où en gros, on n'est pas juste des devs qui balançons le code en prod, on balance ça aux ops, on dit voilà le war, voilà le zip, voilà le tar gz, démerde-toi. Maintenant, il faut que ça marche. Et c'est ta responsabilité, c'est pas la mienne. Une appli de prod, c'est non seulement du code, mais c'est aussi une boucle de feedback. C'est l'idée que vous avez du code, vous avez des briques logicielles, vos briques elles peuvent changer et il faut savoir quand ça devient obsolète. On va parler de provisioning. Qui est-ce qui a jamais entendu parler de provisioning ici? Ok, donc on a une population principalement de gens qui sont intéressés par le sujet. Le provisioning, si je devais le résumer, vous m'arrêtez si vous n'êtes pas d'accord, hein, c'est de mettre en place de manière déterministe et reproductible une machine. Au fond, ça nous permet de conduire le changement d'une machine. C'est le but
C'est un outil, mais un outil qui doit servir à conduire le changement. Ça nous aide à industrialiser tout ça. On industrialise nos builds de manière générale avec Maven, avec Ivy, avec tous les systèmes de build, de dépendance. Il faut pouvoir industrialiser l'Ops. Dans ce monde-là, il y a eu pas mal d'investissements dans les dernières années. Il y a Puppet, il y a Chef, il y en a beaucoup. Je n'ai pas la prétention de vous dire que je les ai tous testés. On a commencé avec CF Engine, j'ai testé avec CF Engine, maintenant on est à la version 3. Mais dans tout ça, moi j'ai vraiment utilisé, en production ou pas, toutes ces briques-là. Donc Puppet, Chef, sous-chef, Ansible et Fabric. Ce que j'aimerais distinguer avec vous, vis-à-vis d'Ansible et vis-à-vis du provisioning de manière générale, c'est ce que j'appelle d'un côté le provisioning et de l'autre côté le déploiement. Il y a une métaphore que je trouve assez simple pour arriver à distinguer les différences, en fait, c'est que le provisioning, c'est un peu comme un berceau. Vous allez préparer le cocon, vous allez préparer le berceau, vous allez faire un berceau un peu chiadé comme ça, bien fait, en bois, bien massif. Vous allez préparer tout ce qu'il faut pour votre bébé. Et votre application, c'est votre bébé. Alors, le bébé, on le met dans le berceau, on le ressort parce qu'il faut le nourrir, on le remet, on lui change sa couche, toutes les conneries. Bon, mais vous allez le faire beaucoup plus souvent que vous allez changer le berceau. Je ne parle pas des 9 mois de gestation, hein, c'est encore autre chose. Pour le déploiement, personnellement, je suis arrivé à converger vers une solution que je trouve acceptable, et voire même pratique, et pour laquelle je l'utilisais au début aussi en termes de provisioning, parce que je la trouvais aussi simple. C'est Fabric. Fabric, c'est un langage assez simple, ça permet de dire, ben voilà, je prends ce qu'il y a en local, je prends ce qu'il y a sur ma machine, j'exécute des trucs en sudo. C'est un langage simple, c'est mieux que du shell, parce que c'est un peu plus déterministe. Et je dis pas ça parce que je suis pythoniste. Ansible, c'est un autre langage, c'est un autre système, mais c'est aussi une manière de voir les choses. Ansible, c'est comme un Mac Pro. Ça a l'air super simple depuis le début, et en fait, c'est suffisamment bien fait pour être bien pensé. Ansible, d'ailleurs, simple, c'est son but. Son but, c'est d'être simple depuis le début. On a plusieurs utilisations. Un bon système, il vous permet d'arriver à faire les choses les plus simples comme les plus compliquées, sans que vous en sentiez vraiment la difficulté. C'est basé seulement sur SSH. La différence principale avec Puppet et Chef, c'est que le mode de début, il n'a pas d'argent. Il n'y a pas besoin d'avoir d'agents sur les machines que vous allez administrer. Vous pointez sur les machines. Si vous pouvez y accéder en SSH, vous pouvez les administrer. Or, si vous n'avez pas accès en SSH, c'est que vous n'avez pas le droit de les administrer déjà. Après, il faut pirater la machine, ce n'est pas Ansible, hein, il y en a d'autres pour ça. Ansible, c'est Python et YAML. Python pour tout le moteur d'exécution et YAML pour la syntaxe descriptive des différents fichiers de configuration. Le petit disclaimer sur cette présentation, c'est que je n'ai pas la prétention de vous faire apprendre tous les modules. Vous croyez que c'est tout ça? J'ai mis qu'un tiers, à peu près, de ce qu'il y a de déjà disponible dans l'écosystème juste Ansible, juste dans la librairie standard. C'est-à-dire sans tierce partie, sans plugin, sans rien. Je ne vais pas vous apprendre tout aujourd'hui. Ce que je vais vous apprendre, c'est les concepts. Les concepts, ils sont assez simples. Je les ai distingués en 3 grosses catégories. D'un côté, les inventories et les hosts. D'un autre côté, les tasks et les handlers. Et enfin, les variables et les templates. Vous comprenez à mon avis assez facilement ce que c'est que les variables et les templates. Au fond, sympa la patate. Le fichier d'inventory que vous voyez là, qui s'appelle production, c'est le fichier où vous allez définir vos sujets. C'est le sujet, c'est-à-dire les machines que vous allez administrer. Mais les sujets, ce n'est pas suffisant de juste les déclarer. On va les rattacher à des catégories. Typiquement, on va dire, voilà tous mes web serveurs, voilà tous mes DB serveurs, voilà tous les serveurs qui vont me servir pour le moteur de recherche. On peut mettre des hosts, donc carrément les DNS, google.com, les adresses IP, ou aller encore un peu plus loin et mettre des ranges d'adresses ou des ranges de noms de domaine. Typiquement, tous les www de 1 à 50 de exemple.com, ils sont à moi. Et ça va être mes serveurs de base de données. Le playbook, qui en gros est la partie où vous allez faire les 3 quarts de votre taf, il a cette notion d'host, mais host, ce n'est pas le bon terme. Je vais vous en présenter une autre, c'est host pattern. C'est-à-dire que vous allez dire, ok, moi je raisonne sur tout ce qui est web. Tous mes web serveurs, je vais leur appliquer des actions, leur appliquer des var, leur appliquer tout ce qu'il faut. Donc c'est un host pattern. Vous avez un wildcard aussi, vous dites host de .all, et ça y est, c'est bon, vous tapez sur toutes les machines. Pour exécuter un playbook, c'est tout aussi simple, vous faites ansible-playbook, le fichier d'inventory, donc le sujet sur lequel vous allez raisonner. Typiquement, vous allez faire un fichier par production, staging, dev, pour avoir différentes machines, voire même potentiellement la même.
dans différentes catégories que vous allez administrer. Et vous mettez juste playbook.yml et il sait ce qu'il doit faire. Quand je disais qu'Ansible est simple depuis le début, il vous permet aussi d'exécuter juste des actions sur toutes les machines que vous administrez. Vous pouvez utiliser Ansible en ligne de commande toute simple en disant alors pour tous mes hosts web, dans le fichier d'inventory production, je vais exécuter l'action ls-la/home et ça va vous ramener le résultat. C'est du one-shot, c'est une action très simple, c'est des commandes que vous allez exécuter sans avoir à gérer. Et comme c'est du SSH, tout ce qu'il vous faut, c'est les clés SSH d'enregistrer sur la machine, d'où vous exécutez ça. Et c'est tout. Alors maintenant, on part dans vraiment le cœur du sujet, c'est les tasks. Les tasks, c'est l'état de la machine telle qu'elle devrait être. Vous allez définir, non pas via l'exécution simple de commandes séquentielles comme on ferait dans un script shell, vous allez définir l'état que vous voulez atteindre. Un exemple simple, on veut installer un serveur de temps. Voilà une task minimale. Dans le playbook, vous allez mettre task : imaginons qu'on administre une Debian base, un Ubuntu ou une Debian. Vous pouvez dire, le package NTP, je veux qu'il soit présent sur la machine. La task, elle est idempotente. Vous allez l'exécuter une fois, vous allez l'exécuter n fois. En fait, là, s'il vérifie sur le serveur la deuxième fois, à la deuxième exécution, que le package NTP est présent, il ne va pas la réexécuter. À tes souhaits. Il ne va pas la réexécuter, il va juste dire, ok, le package NTP, il est présent, c'est bon, j'ai pas de taf particulier à faire. Sinon, il va faire apt-get install NTP. Bon, là, c'est minimaliste, c'est sympa, mais pour les raisons de debug, on va peut-être la nommer. Et puis aussi, apt, ça s'exécute en route. Sinon, ça n'a jamais marché. Bon. Ouais, mais en fait, ça ne s'exécute pas vraiment en route. Ça s'exécute en tant que sudo-er. Donc, vous pouvez faire sudo de .true, et voilà, vous avez exécuté, même sans vous connecter en route, parce que c'est quand même pas très safe de se connecter en route sur une machine, vous avez exécuté en sudo de .true ce qu'il faut. Un autre exemple, vous voulez installer sur votre machine le JDK 8. Alors, le JDK 8, c'est la version 8U20, celle qui rocks. Vous allez dire simplement, ok, sur cette machine, il faut qu'il y ait /user/java de présent en tant que directory. Donc je fais file de state égale directory, path égale /user/java. Si le directory est déjà créé, vous avez compris le principe, il ne va pas le refaire. Et juste derrière, je peux réutiliser la directive. En fait, c'est pas, le mot n'est pas correct, c'est pas directive, c'est module. Un module Ansible, c'est file par exemple de point. Voilà, vous allez exécuter le module file en disant je vais faire un symlink, donc state égale link, entre le JDK que j'ai installé et le /user/java/default. Là, vous avez quelque chose d'assez simple. En termes de boucle, parce que c'est quand même pas super de se répéter tout le temps, vous pouvez utiliser via le langage de template accolade item, un with items qui va vous dire, ok, je vais apt-get install, en fait, je vais apt-get install git, nginx, PostgreSQL, build essential. Voilà. Ça fait une syntaxe assez clean pour faire une boucle, et vous pouvez exécuter plusieurs fois une action pour plusieurs items indépendants. Alors, les handlers, c'est un autre concept qui est assez simple à comprendre. C'est comme une task, c'est comme une commande que vous exécutez, sauf que l'idée, c'est que c'est un peu comme un pattern observer. Le handler, vous allez le notifier, vous allez l'appeler, et donc vous allez l'appeler que dans des cas extrêmement précis. C'est simple à comprendre à partir du moment où on parle de virtual host. Vous avez un virtual host sur une machine, vous l'activez pour la première fois, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut restarter Apache. Donc vous allez faire votre task, vous allez mettre une directive notify. Le nom utilisé dans la directive, dans le module notify, c'est restart Apache, c'est-à-dire le même que vous avez défini dans les handlers. Et dans les handlers, on va dire le service Apache 2, il faut qu'il soit dans un état restarté. Les variables, vous en avez deux types. Vous avez des facts. Les facts, c'est des variables qui viennent de la machine. Vous avez accès tout le temps à ces variables-là et ça va vous permettre des trucs hallucinants. Les variables aussi, c'est celles que vous allez configurer. Vous allez mettre des variables de configuration du style « je veux installer mon serveur web sur le port 8080 » ou sur le port 80. Et vous en avez aussi en sortie de commandes ou d'actions que vous pouvez enregistrer. Un exemple simple, voilà, là, c'est les facts d'une machine virtuelle toute simple qui tourne sur VMware. On a l'OS Family en haut, c'est Debian. On a tous les processeurs et leurs caractéristiques, mais surtout, on a le processeur count. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais une bonne pratique, quand on a une appli à déployer, c'est vous avez X process à paralléliser, vous lancez N+1 process avec N, le nombre de processeurs que vous avez sur la machine. Et ça, vous pouvez l'utiliser directement, le paramétriser, et c'est fini. Les variables, comme je dis, vous avez la possibilité de les configurer. Donc là, vous allez faire var de .http port 80, le serveur name c'est jememar.com et je peux exécuter une task en référençant ces variables. Soit via $accolade, soit via accolade. On peut aussi, comme je vous ai dit, register la variable.
un truc sympa qui se rapproche de ce qu'on a en Scala via les options ou des choses comme ça. Vous pouvez dire je register la variable homedir qui est la sortie de la commande que j'ai exécutée au-dessus, j'ignore les erreurs et je peux faire un when pipe success. Si cette variable a été définie avec succès, alors je vais exécuter l'action suivante. Voilà. Les templates, on a la chance de s'appuyer sur un moteur parfait en Python de template qui s'appelle Jinja. Ce n'est pas un moteur à la moustache, c'est un moteur où vous avez tout ce qu'il faut pour arriver à faire des boucles for, des if, des switch, tout ce que vous voulez. Et vous avez la possibilité en plus d'avoir plein de petites fonctions utilitaires. Par exemple, dans la template d'EasyPayTable, vous avez le accolade en cible managed. En cible managed, c'est bien. C'est un disclaimer pour tout le monde. Ça dit, ce fichier-là, il est géré par Ansible. Ça ne sert à rien de le modifier à la main. Si quelqu'un arrive sur le serveur, ne le modifie pas à la main, il est géré par Ansible, il va être écrasé à la prochaine étape de provisioning. Ça ne sert à rien de le modifier. Les templates, on les utilise via non plus la directive, enfin le module file, mais via le module template. Vous allez dire, voilà mon template d'entrée, voilà où est-ce que je veux le positionner. Et via ça, on va passer vers le moteur de template et vous allez remplir les variables. Si vous utilisez juste file, vous n'aurez pas les variables qui seront prises. Si on met tout ensemble, on a un playbook complet avec des hosts en haut, les différentes variables de mon host, une task, parce que ça ne tient pas sinon sur un slide, et la martingale dont je ne vous ai pas parlé, les includes. Vous pouvez rajouter des includes vers d'autres playbooks et avoir comme ça la construction entière de votre système, avec les load balancers, les web servers, les DB servers. En résumé, vous avez les inventories et les hosts, les tasks, c'est les états cibles, les handlers, c'est des actions lors des changements. On a des templates Jinja avec soit des variables, soit des facts, et des includes pour rajouter d'autres trucs. Ah oui, on peut aussi rajouter autre chose, c'est des tags. On peut taguer nos actions et dire « n'exécute que toutes les actions relatives à Tomcat ». Ok, tout ça c'est cool. Donc là maintenant on peut tout faire. Et surtout de la merde. Parce que c'est très sympa, mais je ne sais pas si vous avez remarqué, jusque-là, on n'a aucune modularisation, on a de la répétition partout, vous allez en faire 50, vous allez faire des includes, les includes de partout. Ok, bon, en fait, c'est pas qu'on était mieux en shell, mais on n'est pas très loin là quand même. Maintenant, je vais vous présenter les bonnes pratiques. Les bonnes pratiques, et c'est là où la donne est un peu changée, elles viennent avec la modularisation par les rôles. Un rôle, ça peut être tout et n'importe quoi, mais c'est surtout quelque chose qui rassemble des tasks, des handlers, des variables, des templates, des files, et aussi un bloc méta. Et le bloc méta vous permet de définir des dépendances vers d'autres rôles. Et là, on commence à avoir quelque chose de modularisable, quelque chose où vous n'allez pas vous répéter, où vous allez écrire un rôle bien chiadé pour installer Java, un rôle bien chiadé pour installer Nginx, voire même, et je vous le montrerai après, vous n'avez pas à l'écrire, il est déjà écrit. Qu'on soit clair, installer Java sur une bécane, c'est déjà écrit. Alors, le bloc de dépendance, ça va vous permettre d'arriver à dire, ok, mon application, en fait, imaginons, c'est des web servers, des DB servers, des search servers. Eh bien, je vais définir 3 rôles, les rôles métiers que j'ai, un rôle web, un rôle database et un rôle search, et puis aussi un rôle common. Et après, je vais rajouter les dépendances via soit les host patterns, soit via les blocs méta de tous mes autres rôles. Et ça me permettra quoi? Ça me permettra d'installer un socle commun de monitoring, de supervision, d'IPtable ou de firewall, tout ce que vous voulez, sur toutes vos machines, mais en plus de leur rajouter leurs composantes métiers qui sont le web, le database, le search. Et derrière, ce que je n'ai pas précisé là, c'est que le web, le database ou le search, ok, vous allez dépendre de Nginx, vous allez dépendre de Apache, vous allez dépendre de Postgre, etc. Au bout du compte, dans vos rôles métiers, vous n'allez plus avoir que les copies de configuration qui vous intéressent. Vous n'allez plus avoir grand-chose. Et pour ça, Ansible s'appuie, et qu'on soit clair, hein, ça ne casse pas 3 pattes à un canard, mais tout est fait de telle façon à ce que ça soit simple. On a du convention vers configuration qui vous simplifie la vie et qui fait que vous avez à écrire très peu de choses en somme. Vous allez avoir vos sites.yml tout en haut dans votre racine de projet qui va correspondre à, ok, à tel hôte, j'applique tel rôle, avec potentiellement tel utilisateur, etc. Vos fichiers d'inventory, un truc sympa dans les fichiers d'inventory, c'est que vous pouvez aussi rajouter des variables qui sont propres que à certaines machines. Si par exemple, un exemple très simple, sur des VM, vous avez décidé que la patate de disque dur, elle est sur /data, mais que sur OVH, OVH, il a décidé autrement. Je ne sais pas si vous avez déjà allé sur OVH, mais les disques durs, ils sont sur /home.
Donc vous allez déployer potentiellement dans /home. Et ça, si vous voulez le configurer, vous pouvez dire, bah voilà, là je pointe sur des OVH, là je pointe sur des Amazon, là je pointe sur ci, j'ai pas forcément envie de m'embêter à tout réécrire, mais je sais que c'est ça, donc je vais le déployer là où il faut. Les rôles, après, ils viennent avec leurs différents directories. Vous n'avez pas à mettre des directories qui ne vous servent à rien. Vous n'avez pas de variable, vous ne mettez pas le directory, c'est tout. Vous avez un bloc méta, vous mettez un main.yml et vous dépendez d'autres rôles. Donc avant, on avait un gros playbook avec nos hosts, toutes nos conneries. Enfin bon, je ne vais pas répéter, vous l'avez vu tout à l'heure. Maintenant, dans le site.yml, qu'est-ce qu'il va y avoir? Pour tous les hosts, on va appliquer le rôle common. Comme ça, on va installer tout sur nos machines. Et pour les web serveurs, on va appliquer que le rôle WebTire ou web, selon qu'on l'appelle, notre rôle métier. Et on dit, je pointe sur le port 80 et je vais utiliser le serveur name lateralfloats.com. OK. Dans le bloc méta de notre rôle WebTire, par exemple, on va avoir quoi? On va avoir, allez, admettons une autre dépendance vers le rôle common. C'est pas grave, parce que vous avez la résolution de la grappe de dépendance qui va être faite par Ansible. Il ne va pas exécuter un rôle avant d'avoir fait ce bloc de dépendance. Et s'il l'a déjà fait, de toute façon, on est idempotent, hein, je vous rappelle. Donc l'idée, c'est, même si vous le réappliquez 2 fois, il va repasser dessus, il va dire, ça n'a pas changé, je ne vois pas pourquoi j'ai à le refaire. Vous pouvez rajouter Apache, vous pouvez rajouter Postgres, et spécifier des variables particulières du style le nom de la base de données, ou encore d'autres paramètres. Et là, avec ça, vous avez plus ou moins terminé. Là, on a une vraie modularisation. Vous pouvez en plus versionner ça très simplement. Il n'y a pas de binaire, il n'y a rien. Donc les dépôts, ils font 40 koctets si vous gérez bien. Et vous pouvez réutiliser ça après dans tous vos projets. Vous avez même la possibilité, via un fichier qui s'appelle Ansible config, de dire va chercher tous les hosts, va chercher tous les rôles disponibles pour tel projet dans un dépôt commun. Maintenant, on va parler de l'écosystème. L'écosystème, il est plutôt cool aussi. Maintenant, on a directement dans Vagrant, pour les devs, la possibilité de provisionner via Ansible en pointant juste sur le playbook. Ansible, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas besoin non plus d'avoir d'agent d'installer. Mais il a un autre mode. Le mode de base, c'est le mode push. Donc vous pointez sur les machines, vous lancez votre playbook. Le serveur d'où vous le lancez a accès sur toutes les machines. Et c'est bon. Il a aussi un mode pull. Le mode pull est encore plus marrant. Là, effectivement, vous installez un agent. Mais vous pouvez en plus le faire pointer sur un dépôt Git et dire tu prends la branche production ou tu prends la branche staging et tu vas récupérer tes configurations depuis le dépôt Git. Ansible a aussi pris un parti pris particulier. Il a pris le parti pris de créer lui-même directement sa propre communauté. Donc Ansible Galaxy, c'est un endroit où vous avez déjà pas mal de rôles. Il y a 421 rôles qui sont réutilisables. À chaque fois, la licence est précisée et vous avez des ratings comme une vraie communauté déjà mis en place. Et en plus, Ansible Galaxy, ce n'est pas un utilitaire que vous allez installer en plus. Ansible Galaxy, il est directement installé avec Ansible et vous pouvez juste dire je récupère sur Ansible Galaxy, utilisateur.role, et comme ça, vous avez tout ce qu'il vous faut. Un exemple simple, vous avez de quoi installer un cloud Hadoop avec Cloudera en pointant sur tel et tel serveur, et là, vous avez 50 bécanes si vous avez le pouvoir de les payer. Bon, tout ça c'est sympa, je vous ai présenté un outil. Alors, c'est un peu le but de la presse, hein, mais moi c'est pas l'outil qui m'intéresse. Si on reprend le manifeste agile, l'idée c'est de privilégier les interactions et les individus, plutôt que les outils et les process. Ansible, par expérience, c'est devenu un langage commun, simple, entre dev et ops. On arrive assez rapidement et sans avoir à installer d'agence, sans avoir à installer quoi que ce soit sur les bécanes, à de l'infrastructure as code telle que ça devrait être. C'est simple, c'est forkable, et on peut ouvrir des pull requests, on peut discuter avec les ops. Il y a 0 mise en place du côté cible, donc vous voulez tester sur votre machine de dev, c'est bon, vous avez fini. Un exemple, je bosse chez Vidal pour l'instant, en tant que consultant. Les équipes d'ops ont mis en place de leur côté Ansible, au début en mode un peu porky, mais ils l'ont mis en place. Et donc ce qui a permis après, vu qu'ils nous ont donné accès et la possibilité de faire des pull requests, d'ouvrir des pull requests. Et d'ouvrir des pull requests pour les trucs qui sont les plus durs à gérer dans une infrastructure ou même dans une société. Rajouter des configurations en discutant avec les ops, réorganiser les projets, et puis surtout monter les versions. Parce que monter les versions des exécutables en prod, de manière simple
et surtout de manière reproductible, c'est pas la partie la plus drôle. Une dernière chose, Ansible, c'est en GPLv3, c'est sur GitHub. La dernière fois, lors du time-off LT, on a ouvert une pull request à 2h du matin. À 9h, elle était intégrée. Les gars sont pas mal réactifs. Et on n'est pas arrivé à un stade où ils refusent les pull requests à partir du moment où ce n'est pas des committeurs core qui les ouvrent. Merci. Vous avez quelques liens pour aller plus loin. Et si vous avez des questions, je les prends maintenant. Oui. La manière la plus simple, c'est tu allumes un VirtualBox. La question était comment tu fais pour tester. Tu allumes un VirtualBox, tu le pointes sur le VirtualBox en SSH, ou même tout simplement, si tu as déjà Vagrant sur ta machine, tu rajoutes un playbook pour provisionner, un truc minimaliste où tu dis il faut qu'il y ait NTP d'installer, il faut qu'il y ait Nginx d'installer, ou il faut que les packages soient à jour. Ah, comment on fait pour tester le playbook? Non, de ce côté-là, il n'y a pas de test unitaire. Il n'y a pas de framework de test unitaire encore. Mais c'est une communauté assez jeune, le projet a commencé il y a 2 ans. Oui. Ça a l'air très bien, mais enfin moi je suis de nature pessimiste. Est-ce que vous pouvez donner 1 ou 2 exemples de choses que vous avez essayé de faire avec Ansible et qui n'ont pas marché? Parce que j'ai du mal à croire qu'il y ait des outils qui n'aient que des avantages, donc j'analyserais mieux, je ferais une meilleure analyse si je savais quels sont les trucs qu'on ne peut pas faire avec Ansible. En fait, c'est une erreur. Enfin, l'outil a ses limitations parce que l'outil a ses propres partis pris. Un exemple simple, c'est que les tasks doivent être indépendantes les unes des autres. Si vous commencez à essayer d'exécuter une task en imaginant que vous allez par exemple exporter des variables d'environnement dans telle task et les utiliser dans l'autre, vous n'allez pas réussir parce que ce n'est pas le mindset. Ce n'est pas l'idée d'exécuter une commande séquentiellement par rapport à l'autre. Les effets de bord, ils sont là pour mettre en place un état sur la machine. Donc mettre en place un état sur la machine, ça demande aussi un exemple simple. Vous avez à télécharger un exécutable binaire, par exemple Elasticsearch ou d'autres exécutables qui, eux, ne sont pas sur les paquets Debian standards, par exemple. Bon, ben vous pouvez le faire avec Ansible. Là où il faut faire attention, c'est que l'idée reste que vous avez une tâche reproductible à faire. Donc il faut que vous vous mettiez vous-même des flags. Ce qu'on fait par exemple comme action, c'est on dit bah, j'exécute telle commande et telle commande, elle create tel fichier. Donc en gros, vous allez exécuter potentiellement X actions en shell, parce que ça va être le plus simple de faire un wget comme ça. Il faut que ces actions aient un indicateur de leur passage. Voilà. Après, au-delà de ça, on reste sur des protocoles standards. Vous pouvez tout faire avec Ansible de ce que vous faites déjà avec Shell. Or, il est toujours capable d'arriver à exécuter une machine, enfin à mettre en place une machine avec Shell. L'idée d'Ansible, ça reste d'arriver à être reproductible. Le problème qu'on a dans tous les systèmes de provisioning, c'est que passer une certaine taille critique, ça devient compliqué d'arriver à modifier quelque chose ou d'arriver à contourner les bugs sans faire des circonvolutions un peu trop compliquées. Là, on est sur un produit qui est encore jeune et qui volontairement se veut extrêmement simple. Et une autre question, c'est comment il gère les cas d'erreur. Imaginons par exemple que la tâche, ça soit de télécharger un gros fichier dont toutes les machines ont besoin. Certains ont le disque dur plein, d'autres pas, donc ne pourront pas télécharger le fichier. Est-ce qu'il y a un moyen d'avoir une atomicité du genre tu l'installes sur tout ou sur aucune, ou est-ce qu'il y a simplement une erreur de Ansible et puis c'est à l'administrateur système de réparer? Alors, je n'ai pas étudié la question, pas celle-là exactement, mais vous allez comprendre ce que je veux dire. Je n'ai pas étudié la question exacte de mettre en place ou d'administrer progressivement une partie du parc. La fonctionnalité existe dans Ansible, je n'ai pas de retour d'expérience là-dessus. C'est-à-dire que vous pouvez très bien arriver à lancer votre commande sur une partie du parc pour la tester et puis maintenir après l'autre partie du parc. Maintenant, pour les cas d'erreur, le cas d'erreur reste assez simple. Quand il est sur une machine et qu'il a planté, il plante. Il s'arrête. Et après, vous avez à reprendre ce qu'il faut. Maintenant, les cas d'erreur sont toujours quelque chose. Quand il a commencé à mettre en place, on ne veut pas qu'il rollback sur les autres machines. Donc il va s'arrêter sur la machine. Mais ça veut dire que c'est séquentiel alors? Si j'ai 200 machines à administrer, l'action, enfin la tâche va être exécutée séquentiellement sur 200? Ça peut être parallélisé. Ça peut être parallélisé. Voilà. Oui.
juste une petite question. Mhm. Bah, deux exemples viennent en tête. Elasticsearch, c'est plus trop le cas parce que maintenant il y a les Debian qui suffisent, mais il faut quand même récupérer le point dev. Il n'est pas dans un dépôt standard. C'est plus simple quand on a accès à un dépôt privé dans lequel on l'a déployé nous-mêmes, mais effectivement, souvent, on finit par faire le wget nous-mêmes de telle façon à récupérer le point dev. Et deuxième exemple, Play. Play, c'est pareil. On n'a pas de dépôt standard pour arriver à récupérer ça ou à l'installer correctement. Et puis nos Debian de prod, ça reste des Debian stables, donc elles sont tout le temps 2 ans en retard. C'est aussi le principe d'apprendre une Debian stable. Donc, la réponse à ta question est oui, je l'ai assez souvent utilisé, mais pour des exécutables bien précis. J'ai une petite question. Ouais. Est-ce que tu as des logs qui sont générés où tu connais l'état? Quand tu as un parc de, par exemple, 1000 machines, il y en a une qui a pété quelque part. Est-ce que tu as un moyen de le savoir? Tu as un log complet d'exécution à chaque fois où il te dit telle chose a changé, telle chose a changé. Tu remontes sur le nœud. Oui, mais en fait, si tu n'es pas en mode pull depuis un dépôt Git, le mode push, en gros, tu as les logs qui s'affichent au fur et à mesure pour chacune de tes machines de ce qui se passe. Sinon, c'est à toi de gérer les erreurs et de les remonter quelque part pour que tu puisses le savoir si tu es en mode pull. Si tu es en mode pull, j'ai pas de retour d'expérience là-dessus. Ouais. D'ordonnancer, dire que tel module, il faut le faire après ce module. En fait, l'ordonnancement, la question était est-ce qu'il y a moyen d'ordonnancer facilement les différentes tâches? L'ordonnancement vient soit de manière séquentielle à l'échelle d'un fichier task, c'est-à-dire il va exécuter l'un après l'autre, soit tout simplement via la grappe de dépendance. Quand tu mets une grappe de dépendance, tu dis je dépends de tel rôle, bah, il va exécuter forcément le rôle précédent de telle façon à avoir ça. Il ne va pas t'activer un virtualos si tu n'as pas d'Apache d'installer. On pourrait avoir des conflits. J'ai pas entendu. On pourrait avoir des conflits. C'est-à-dire que deux rôles qui sont appelés par le même rôle et qui dépendent de rôles qui s'autobloquent en fait. Oui, mais la résolution du graphe de dépendance il est comme Maven, hein, il va pas être gentil. Okay. Encore une question? Moi j'avais une question sur. Donc on lance un playbook, donc il va nous mettre un certain nombre de machines dans un état donné. Est-ce que tu peux parler un peu plus fort? Pardon, désolé. C'est moi. Donc quand on lance un playbook avec Ansible, il va nous mettre un certain nombre de machines dans un état donné. Par contre, du coup, on va se rendre compte qu'il y a une machine qui a changé d'état ou qui n'est pas au bon état uniquement à la prochaine fois. En fait, est-ce qu'il y a une bonne pratique ou est-ce il suffit juste de lancer le playbook plusieurs fois pour s'assurer de l'état? Est-ce qu'il y a une... La bonne pratique, en fait, elle vient du monitoring. C'est un peu comme la bonne pratique vis-à-vis de l'espace 10, c'est-à-dire que les états sur tes machines, s'ils changent de manière non propre au cycle de vie de tes applications, c'est-à-dire de manière non uniforme sur tes machines, c'est que quelqu'un a touché. Si quelqu'un a touché, en fait, un exemple assez simple, pareil à Vidal, il y a énormément d'ops, il n'y a pas énormément... Je reformule. Il y a un ops, et par contre, il y a énormément de machines. Donc il a besoin, et il a de manière récurrente, besoin de monitorer toutes les clés SSH qui sont AD, toutes les modifications au niveau de /etc., etc. Ça vient du monitoring, plus précisément ça. Si tu as une modification que sur une machine, le provisioning va dire c'est pas le bon état, je vais remettre au bon état. Mais s'il y a eu une modification sur ta machine, là on parle plus de sécurité et de monitoring. Tu n'as pas de préventif. Tu n'as que de l'écrasement a posteriori. C'est pour ça qu'on met le tag Ansible manage sur les configurations pour dire c'est managé par Ansible, ça ne sert à rien que tu modifies. Voilà. D'autres questions? Ok, merci bien. Merci.